Hein? Elle ne peut qu'enquêter de façon effective contre les partis qui sont opposés aux forces gouvernementales. Ça crée un problème d'instrumentalisation indirecte. L'autre exemple de la difficile application, si on veut, de la justice pénale internationale dans un contexte de paix et de sécurité, c'est l'inculpation du président Omar el-Béchir, président en exercice du Soudan. Ça a amené un durcissement très important de l'Union africaine à l'égard de la CPI. À mon avis, je ne sais pas si ça va créer des vagues, j'en doute, c'est probablement la décision la plus nulle qui ait jamais été prise par un procureur dans la justice pénale internationale, dans l'histoire de la justice pénale internationale. À plusieurs égards, la mise en inculpation de Omar el-Béchir était probablement très faible sur le plan du droit, c'est une autre histoire, mais aussi était très faible au niveau stratégique, où on s'est carrément mis à dos à peu près tous les pays africains, l'Union africaine, etc. Ce que ça démontre, et puis Béchir, évidemment, c'est le présumé criminel de guerre le plus mobile au monde. Hein? Donc, on vient de voir en Afrique, en Égypte, etc. Ce que ça démontre, peu importe ce qu'on pense de la responsabilité de Béchir ou ce qu'on pense de l'opportunité de poursuivre des présidents d'exercice, ce que ça démontre, c'est les limites inhérentes de la CPI à agir quand il y a encore un conflit armé en cours. Les tribunaux ad hoc avaient moins ce problème-là. Mais la CPI, on s'attend encore. Et ce que je disais, c'est que les attentes sont moins élevées, mais ce qu'on s'attend encore d'elle, c'est qu'elle contribue à faire cesser les crimes en temps réel. Or, c'est complètement utopique. C'est complètement utopique de penser ça. Et donc, le cas Béchir nous donne un bon exemple de ça. L'autre prémisse ou l'autre si on veut, prémisse qui va un peu entourer mes propos, et c'est qu'il y a beaucoup de critiques sur la justice internationale pénale, mais une chose qui est claire, il n'y aura pas de retour en arrière. There's no turning back on international criminal justice. On peut penser ce qu'on veut de la CPI, on peut penser ce qu'on veut des premiers exercices à Arusha et à La Haye. On ne retournera plus dans un endroit où il y avait un vide juridique, où essentiellement les auteurs des pires crimes se retrouvaient tranquillement sur une plage à travers le monde. La voie de l'avenir, toutefois, ça ne sera pas celle du passé. C'est là où je me tourne un peu vers le rôle des tribunaux nationaux. Les tribunaux ad hoc étaient tout-puissants, avaient priorité sur les tribunaux nationaux, ont été très critiqués à cet égard-là, où on avait des tribunaux qui jugeaient les plus hauts responsables dans les belles prisons, avaient tout l'argent, alors que les systèmes nationaux se retrouvaient avec rien. Le nouveau système de justice pénale internationale est basé sur un autre paradigme, une autre vision de la justice, où, essentiellement, la responsabilité repose sur les épaules des tribunaux nationaux. Et ça, c'est important parce qu'on a encore les yeux rivés vers La Haye, on parle tout le temps de la CPI, mais en réalité, la vraie business, maintenant, se passe dans les lois nationales, dans les tribunaux nationaux, dans la modification que les lois sont faites, de l'Afrique du Sud jusqu'au Sénégal, de l'Argentine jusqu'au Guatemala, un peu partout au monde. Concrètement, ça veut dire 3 choses pour la justice pénale internationale. Et j'en parle parce que on a souvent tendance à associer justice internationale pénale aux tribunaux internationaux. Mais ce schéma-là est en voie de disparition. La CPI est fondée sur un autre schéma qui amène d'autres enjeux. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'en ratifiant le statut de Rome de la CPI, les États doivent changer leurs lois. Essentiellement, ils doivent, on va dire qu'ils doivent. Ils peuvent, mais ils doivent changer leurs lois. Ils doivent criminaliser le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre dans leurs lois. Ils doivent adapter leurs lois pour permettre à leurs tribunaux d'exercer leurs compétences et permettre de juger. Donc, on a, par le droit international, une modification du droit national. On a vu de plus en plus partout dans le monde des changements législatifs où les lois se solidifient. Ça, à mon avis, sans être utopiste, c'est l'avenir du droit international pénal. C'est le renforcement des lois nationales et le renforcement des tribunaux pour que les gens puissent être jugés soit chez eux ou soit ailleurs, mais loin de cette justice internationale pénale entendue comme un tribunal international qui coûte cher et qui est loin désincarné. Par contre, ça amène des conséquences. Un, c'est extrêmement difficile de changer les lois. Ça amène beaucoup de travail au plan national pour adapter les lois nationales, donner les moyens aux tribunaux de poursuivre. Et deuxième, il va peut-être falloir qu'on s'attende à ce que la justice soit plus imparfaite que celle à laquelle on s'attendait des tribunaux pénaux internationaux. C'est une question que je pose aux avocats de la défense qui se trouvent un peu parfois dans une sorte de contradiction, où on critique la justice internationale pénale qui est rendue par les tribunaux internationaux pénaux comme étant sélective, etc. Mais ensuite, on ne veut pas non plus être jugé par les tribunaux nationaux qui sont encore moins souvent respectueux des droits de l'accusé, etc. Donc, il faut trouver une solution entre les deux. Et j'invite tout le monde à faire cette réflexion-là, parce que, par exemple, si on pense à Saïf al-Islam Kadhafi, j'y arrive, que la Libye veut poursuivre,
eh bien, il peut bien critiquer la CPI, mais ce qu'il souhaite, Saïf al-Islam Kadhafi, c'est être poursuivi à la CPI. Même si ses avocats sont des fervents critiques de la Cour, reste que les perspectives de poursuite pour lui en Libye sont peut-être moins intéressantes. Deuxième chose de ce changement d'idée-là, c'est donc que les États, surtout ceux où les crimes ont été commis, ont la responsabilité première de poursuivre les auteurs. Ça, c'est un privilège qui est respectueux de la souveraineté nationale. C'est des choses pour lesquelles les États se sont bien battus. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Et le meilleur exemple présentement, c'est le débat à la CPI entourant le procès de Saïf al-Islam Kadhafi. On va voir ce qui se passe avec ça, mais la Libye qui veut le poursuivre. Et dans l'idéal du système de justice internationale pénale, c'est ça qu'on veut. On veut que la Libye, qui vient d'avoir un nouveau gouvernement, ait de l'aide pour renforcer son système et offrir un procès national pour des crimes qui ont été commis chez eux. Ça, c'est l'idéal. Mais on sait très bien que ça va se passer différemment et difficilement. Chose certaine, c'est qu'il y a une interaction entre la justice, entre les tribunaux internationaux pénaux et la justice nationale. Les poursuites en Libye vont se passer non seulement sous la loupe très attentive de la CPI, mais aussi de la communauté internationale. Reste encore une fois qu'on doit se poser la question, et c'est le débat actuellement en cours à la CPI, c'est est-ce qu'on accepte une justice qui soit peut-être imparfaite? Est-ce qu'on s'attend à ce que la Libye poursuive Saïf al-Islam Kadhafi selon les mêmes standards que la CPI, que d'autres choses, ou on accepte une justice qui soit différente? Donc, il va falloir de l'ouverture d'esprit si on veut que les tribunaux nationaux puissent jouer le rôle qu'on leur invoque. Merci. Enfin, dernière chose que je vais dire par rapport à cette idée-là, c'est que, et c'est le dernier mot que je vais dire sur la justice, la compétence universelle, c'est qu'on a donc dit que maintenant le fardeau allait reposer sur les épaules des tribunaux nationaux. J'ai parlé des États où les crimes avaient été commis, mais évidemment aussi ça appelle un exercice peut-être plus fréquent, on verra, de ce qu'on appelle la compétence universelle. Donc les États qui ne font pas leur travail, non seulement il va y avoir la CPI qui va arriver en haut si l'accusé réussit à s'enfuir, mais aussi éventuellement tous les États du monde. Où essentiellement la compétence universelle, c'est la capacité pour un État de juger quelqu'un qui a commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, où que ce soit dans le monde. On a beaucoup décrié la compétence universelle. Je vais faire 2-3 remarques sur la compétence universelle. On en parle souvent comme si c'était un danger pour la souveraineté des États. Les États du Sud ont souvent décrié un néocolonialisme judiciaire avec des poursuites en Europe, en Amérique du Nord contre des gens du Sud. Il y a du vrai dans cette prémisse-là. Or, une chose qu'il faut mettre au clair, par contre, c'est que malgré tout le blabla qu'il y a eu sur la compétence universelle, il n'y a que 12 à 13 cas qui ont réellement été poursuivis à l'échelle internationale sur la base de la compétence universelle. C'est un usage très, très peu fréquent, en réalité. Et c'est ce que moi j'appelle un peu le dilemme de la justice. Au Canada, on parle probablement de centaines de présumés criminels de guerre. Or, depuis les années 2000, on a 2 poursuites. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on en a 3. Et on a des centaines de personnes, des centaines qui pourraient se rendre à des milliers, de personnes qui sont expulsées du territoire sans garantie de justice. Donc, les États, contrairement à disons, des rumeurs, les États du Nord ne sont pas très enclins à poursuivre sur la base de la compétence universelle. C'est cher, c'est compliqué, c'est risqué au niveau politique. Donc, il y a un problème où on veut faire recours à une compétence universelle pour fermer l'espace d'impunité, hein? Le petit criminel de guerre, une petite mouche qui s'enfuit, mais s'il s'enfuit du tribunal, il y a un État qui va venir le taper. Puis s'il y a un État qui ne le tape pas, la CPI va finir par le taper. Mais quelqu'un va le taper. Mais malgré cette idée-là de système international de justice où on ferme l'espace d'impunité, c'est pas si évident que ça. On peut s'attendre aussi, je pense, à une utilisation de plus en plus fréquente de la compétence universelle par les États dits du Sud. Des récents développements auxquels je fais mention récemment, l'Afrique du Sud a conclu récemment dans un de ses tribunaux, elle a une loi très, très avant-gardiste, l'Afrique du Sud, sur la compétence universelle, mais a conclu récemment dans un jugement important que l'Afrique du Sud avait une responsabilité de poursuivre les criminels de guerre qui sont sur leur territoire. Et là, elle lance ce processus-là. Vous serez évidemment pas sans savoir la décision récente de la Cour internationale de justice dans l'affaire d'Hissène Habré, où la Belgique demandait au Sénégal essentiellement de soit poursuivre lui-même Hissène Habré ou de l'extrader en Belgique. La Cour internationale de justice a dit qu'en effet, le Sénégal avait l'obligation de poursuivre Habré ou de l'extrader. Et là, il y a des procédures en cours pour mettre sur pied un tribunal au Sénégal pour poursuivre. Et il faut comprendre que ce serait la première poursuite
sur le sol africain d'un ex-chef d'État pour crimes internationaux. Donc, est-ce qu'on voit une tendance à augmenter les poursuites de la part du Sud? Ça pourrait donner une crédibilité à la compétence universelle qui serait certainement bienvenue.